Bonjour et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le député MoDem Jean-Louis Bourlanges. Bonjour Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Agrégé de lettres, énarque, vous avez enseigné à Sciences Po, vous avez publié de nombreux essais et durant des années, vous avez animé les matins de France Culture en participant au débat de l'émission L'Esprit public. Vous n'êtes pas seulement un intellectuel, vous êtes aussi un acteur engagé, vous êtes venu à la politique par le gaullisme social, mais c'est sur la liste conduite par Simone Veil que vous êtes élu député au Parlement européen en 1989. Vous y siégez jusqu'en 2007. En France, vous tentez alors de fédérer les centres, puis vous soutenez la candidature d'Emmanuel Macron. Vous avez été élu député dans les Hauts-de-Seine sous l'étiquette MoDem en juin 2017. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Pour commencer cette première partie, une question de Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour Monsieur Bourlanges, vous êtes un gaulliste passé au centrisme. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un côté de Gaulle chez Emmanuel Macron ? Oui, d'abord, j'étais ce qu'on appelait dans les années 60, j'étais jeune étudiant, j'étais un gaulliste de gauche. Mais les gaullistes de gauche, il faut comprendre qu'il faut mettre des traits d'union. C'est pas des gaullistes qui sont de gauche, c'est des gaullistes de gauche. C'est une catégorie très particulière de moutons à cinq pattes. Nous étions tous un peu particuliers. Et moi, j'ai trouvé formidable. Alors, nos chefs étaient René Capitan, Louis Vallon, Léo Hamon, et c'était une chose très, très précise. À ce moment-là, et je réponds à votre question sur Macron, le gaullisme de gauche s'est séparé en deux. Il y a eu une voie qui a conduit en fait à Philippe Séguin, c'est-à-dire une voie assez jacobine, proche de Chevènement en réalité, qui a été aussi reprise par Max Gallo, qui était une voie très souverainiste, très hostile à l'engagement européen et pas très libérale, y compris sur le plan politique, mais qui était très, très digne comme orientation. Et puis une autre voie qui s'est organisé autour de Jacques Chaban-Delmas, qui, à ce moment-là, je vous le rappelle, a pris Jacques Delors comme conseiller, et qui a donné, en fait, naissance, indirectement, au courant UDF, c'est-à-dire au courant libéral, social, européen, pour reprendre la trilogie fameuse de Raymond Barre. Eh bien, je suis absolument convaincu qu'Emmanuel Macron se situe pleinement dans cette tradition libérale, sociale, européenne, c'est-à-dire à la fois un refus du libéralisme économique intégral, ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, pour dire les choses simplement, l'idée que l'économie de marché en soi crée un optimum social, c'est pas vrai. L'économie de marché, ça a des tas d'avantages, mais ça ne crée pas forcément la justice sociale. Et l'engagement social, donc, la puissance régulatrice, protection, et troisièmement, l'engagement européen, qui est donc un engagement anti-jacobin, un engagement très social et un engagement européen, très profondément européen. Et là, je pense que ce qui caractérise le macronisme, c'est précisément d'avoir rassemblé les gens qui, au centre droit et au centre gauche, se réclamaient de ce triple message. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de doctrine, c'est uniquement du pragmatisme, c'est faux selon vous ? Moi, en tout cas, moi je ne me sens pas un centriste au sens strict du terme, mais certainement un homme du centre, un homme d'équilibre et de modération, mais je crois qu'il y a une approche des problèmes politiques extrêmement cohérente sur le plan idéologique à partir du centre, avec, reconnaissons-le, une très grande séparation culturelle, parce que le centre en France est le fruit de deux héritages. Un héritage démocrate-chrétien, qui curieusement descend de l'Ancien Régime par la doctrine sociale de l'Église, par une certaine allergie au libéralisme, mais en même temps décentralisateur, hostile au tout État, protecteur des régions, protecteur des écoles, protecteur des syndicats décentralisés, protecteur des familles. Ça donne lieu à la démocratie chrétienne, et le MoDem en est une assez vivante réincarnation, si je puis dire. Et puis d'autre part, une tradition centriste d'origine plus libérale qui aboutit aux radicaux et qui est différente. Et on voit bien que ces deux familles ont
pas trop de difficultés à se mettre d'accord sur un programme de gouvernement, mais qu'elles sont culturellement très différentes et qu'elles vivent en fait des conflits importants, notamment sur les enjeux sociétaux. Sur l'interruption volontaire de grossesse, il y avait une très grande difficulté à accorder les gens du MRP avec Simone Veil. Et aujourd'hui, on retrouve tout ça sur la PMA et sur d'autres choses. On en parlera dans la troisième partie. Laurent de Boissieu. Oui, on y reviendra. J'avais une question, mais avant, une petite précision. Vous situez Emmanuel Macron dans cette tradition radicale, libérale, sociale, radicale? Oui, plutôt. Je crois qu'il appartient à cette tradition libérale. Des gens qui descendent de la Révolution française, qu'est-ce que c'est que le libéralisme en France? Le libéralisme, les républicains indépendants, etc. C'était des gens qui descendaient de la Révolution française par la main droite, alors que les démocrates chrétiens sont des gens qui descendent de l'Ancien Régime par la main gauche. C'est assez subtil comme équilibre, mais c'est ça qui se produit. On voit bien que Emmanuel Macron est plutôt sensible à cette cause libérale, un peu libertaire, etc., qui n'est pas d'origine démocrate chrétienne. Et on voit bien qu'au gouvernement, il y a les deux sensibilités sont représentées. Mais en même temps, si je puis dire, rappelons-nous Peggy. Quand Peggy écrit à propos, d'ailleurs Lucchini a fait un sort à ce texte de Peggy dans son spectacle récent, il rappelle que l'instituteur et le curé, en fait, sont au début du siècle dernier les porteurs d'un système de référence, d'un système moral qui est assez proche. L'un, les instituteurs d'origine kantienne, les cathos d'origine chrétienne, mais en réalité, il y a une profonde convergence, ce qui explique d'ailleurs l'union sacrée en 1914 et le fait que tout ce monde, comme dirait Maurice Chevalier, a fait d'excellents Français. La Constitution de la Ve République fête ses 60 ans, oui. en ce moment, ce mois d'octobre, le 4 octobre exactement. Il y a une révision constitutionnelle qui est prévue, qui devrait être sans doute prévue pour le début de l'année prochaine. Quel peut être l'apport du MoDem? Et alors, c'est en marge de la Constitution, parce que la loi électorale n'est pas la Constitution, mais il est prévu également de diminuer le nombre de députés et de faire une dose proportionnelle. Le chiffre de 15% est avancé. Est-ce que ça convient au MoDem? Écoutez, d'abord, vous mettez le doigt sur une complexité juridique qui est importante, c'est que cette réforme n'a de sens qu'à la condition de reposer sur des outils juridiques de nature très différente. Une révision constitutionnelle, une loi organique, avec l'accord du Sénat. Toutes les lois organiques n'ont pas l'accord du Sénat, mais les lois organiques qui concernent le Sénat, qui impliquent le Sénat, doivent avoir l'accord du Sénat, et une loi ordinaire qui serait peut-être la plus importante si elle modifiait le mode de scrutin. Donc c'est assez compliqué, et moi j'ai été partisan qu'on fasse autrement, c'est-à-dire qu'on fasse une grande résolution politique, puisque maintenant, depuis la réforme de 2008, l'Assemblée nationale peut faire une résolution politique. On aurait fait une résolution politique qui aurait tout défini. Ça n'aurait eu aucune valeur juridique, mais ça aurait été une sorte de guide pour les législateurs, et après on aurait débité cette résolution dans les différents instruments juridiques. Ça aurait été quand même plus facile, parce qu'on passe sa vie en faisant une révision constitutionnelle à se dire oui mais ça marche si la loi ordinaire est votée, or la loi ordinaire c'est pas maintenant, donc on a une difficulté. La seconde difficulté, c'est que moi je trouve que cette loi manque d'inspiration. Il y a de très très bons apports, sur, par exemple, la suppression de la Cour de justice de la République, qui était une anomalie. Il y a des tas de choses comme ça qui sont très positives. La diminution du nombre de parlementaires, je ne suis pas du tout hostile, personnellement, mais je crois que c'est très difficile de l'imaginer en dehors du mode de scrutin, parce que tout forme un tout. Mais je pense qu'elle manque profondément d'inspiration. En réalité, il y a une sorte... Elle fait écho à une façon très modérée à une impatience populiste. Quand on dit on va réduire le mandat des parlementaires, le mandat consécutif des parlementaires à 3, c'est dire, c'est un petit signe en disant les parlementaires, c'est quand même des privilégiés. Quand on réduit leur nombre, c'est la même chose. Moi, à mon avis, ces signes ne sont pas bienvenus. Parce que le problème du Parlement, c'est pas celui-là. Pourquoi les Français considèrent-ils que les parlementaires sont trop payés ?
Pas vraiment, parce qu'ils sont trop payés. Quand on regarde les traitements des parlementaires par rapport au cadre supérieur du pays, ça n'est pas le cas. Mais vous êtes toujours trop payés quand vous ne servez à rien. Donc le problème du Parlement, c'est de réhabiliter son rôle. Et là, il y avait tout un ensemble de choses qui ne sont pas vraiment abordées. Donc je crois qu'on pouvait, on pouvait faire des choses dans ce sens-là. Et je pense également, moi j'aurais été plus loin si vous voulez, je pense que le gouvernement et la majorité actuelle ont un problème de relation avec ce qu'on appelle la France des territoires, c'est-à-dire avec les élus territoriaux. Et j'aurais vraiment, si je l'ai expliqué d'ailleurs à Madame Belloubet, mais elle n'est pas maîtresse des orientations fondamentales dans cette affaire-là, je crois qu'on aurait dû faire une offre politique au Sénat. Car nous avons besoin sur le domaine du secteur local, je crois qu'il aurait été extrêmement intéressant pour tout le monde d'associer à égalité de droits et de devoirs le Sénat et l'Assemblée nationale dans la gestion des problèmes des collectivités territoriales. Je pense que ça aurait été quelque chose de très bien reçu par les maires. Vous voyez, je viens de faire passer en première lecture à l'Assemblée nationale un amendement sur Aéroport de Paris, dans lequel on dit que les collectivités territoriales d'Île-de-France peuvent accéder au capital d'Aéroport de Paris. Le ministre, M. Le Maire, a très bien capté le message. Il a soutenu cet amendement, qui a été soutenu par tous les groupes, depuis la France Insoumise jusqu'à LR, et le gouvernement l'a soutenu parce qu'il a très bien senti qu'il y avait un problème d'association des collectivités territoriales. Donc par rapport à la réforme, je termine juste en un mot, par rapport à la réforme à laquelle j'ai été associé au sein du comité Balladur, la révision institutionnelle de 2008, en 2008, on avait une idée très précise. On voulait renforcer les pouvoirs des citoyens, et on l'a fait, et on voulait rééquilibrer autant que possible le pouvoir au profit du Parlement. Et on l'a fait, on n'a pas tout réussi. Et ce qu'on n'a pas fait, en revanche, qui aurait été bien, on aurait voulu aller plus loin et clarifier les responsabilités du président de la République et du Premier ministre, parce que là, il faut reconnaître que la pratique n'est pas conforme. Depuis toujours, la pratique n'est pas conforme au texte de la Constitution. Dans ma question, il y avait deux volets. Vous avez très bien, au moment est bien répondu sur le fond. Et il y avait aussi une question plus de forme et de relation de la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'association du MoDem dans la majorité? Évidemment, La République en marche, Macron a réalisé le reste de François Bayrou, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que lui voyait ça comme une coalition, et on se retrouve avec un parti majoritaire qui peut gouverner seul. Vous avez raison, je crois que dès le début, moi je me rappelle, je me suis rallié à la candidature Macron, le jour même dans le site que nous faisons avec Gérard Grimbert, Telos, j'avais publié, c'était prévu avant, mais c'est sorti le même jour, un texte en disant il y a deux façons de structurer la majorité, une façon par en haut, qui est, on fait un parti courroie de transmission, il y a le système Pentecôte ou le système Ascension, si vous voulez. Soit on descend du haut vers le bas, soit on fait monter le système Merkel, en réalité. Donc vous étiez plutôt Ascension, vous. Comment ? Vous étiez plutôt Ascension. Ah oui, tout à fait. Je crois que ça aurait été... c'est une erreur d'Emmanuel Macron, c'est une des explications, mais ça peut être arrangé, c'est une des explications du trou d'air qu'il a actuellement. Parce que quand vous avez un parti courroie de transmission, tout repose sur vous. Les Républicains, la République en marche, ce sont des gens beaucoup plus travailleurs, compétents et épris de l'intérêt général qu'on ne le dit ici ou là. Ce sont de très bons parlementaires. Ils manquent certainement d'expérience parce qu'ils sont jeunes, très bien, mais ils ont vraiment... Mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent leur unité que dans Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron n'est absolument pas protégé. Alors qu'en réalité, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en parlant des sensibilités des uns libérales, démocrates chrétiennes, social-démocrates, ce sont des sensibilités qui restent fortes en France. Le droit-gauche n'ordonne plus, provisoirement au moins, le partage, le grand partage entre majorité et opposition, mais ces sensibilités restent là. Et Macron serait beaucoup plus à l'aise avec trois forces. Et vous avez dit ça peut s'arranger. Concrètement, comment ? Écoutez, moi, vous avez peut-être remarqué que j'avais poussé un grand cri d'alarme, enfin un cri
avec un écho assez limité à la classe politique, reconnaissons-le, mais en disant que le MoDem, ça n'allait pas, qu'à un moment on avait atteint, il y avait des tas de choses qui n'allaient pas, mais je ne crois pas qu'on ait exactement la représentation quantitative. Qualitativement, nos deux ministres sont formidables, mais quantitativement, on n'a pas notre place. Un groupe de 47 parlementaires doit avoir plus que... Oui. Donc on doit... Et quant à l'élection de Ferrand, ça avait été caricatural, puisque plus personne ne pensait que le MoDem avait quoi que ce soit à dire. J'ai un peu poussé à ça, nous avons présenté un candidat, ce candidat c'était Marc Fesneau, il a fait 2 fois plus de voix. 2 fois plus de voix que le groupe MoDem. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale une aspiration à la diversité au sein de la majorité. Et cela, je crois que le gouvernement est en train de le comprendre. Sur l'amendement dont je viens de parler sur l'aéroport de Paris, je ne suis pas sûr qu'il y a 3 semaines, nous ayons eu une écoute aussi bonne de la part du gouvernement qu'aujourd'hui. Donc là, on fait effort, je pense que... Mais c'est normal, hein, Emmanuel Macron, il faut voir, c'est un homme jeune, sans expérience politique électorale directe, qui arrive à un très grand emploi, qui est, je crois, animé par une volonté exceptionnelle de bien faire, qui travaille, c'est pas Louis XV, hein, c'est quelqu'un qui bosse. C'est pas un roi fainéant. Il faut plus de ministres MoDem. Il y a eu un petit épisode j'ai cherché le terme de Macron, mais... On arrive au bout de cette première partie. Alors vraiment, en 1 minute, pour répondre à la question de Romancieux, plus de ministres MoDem au gouvernement. C'est un des aspects, mais je ne suis pas là pour réclamer des postes pour le MoDem, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut une majorité plurielle, une majorité dans laquelle un parti, qui est en plus un parti défini par le haut, ne considère pas qu'il est, à lui tout seul, la science infuse. En réalité, c'est pour ça qu'il aurait été préférable qu'aucun des partis n'ait à lui seul la majorité, parce que c'est quand même ce qui se passe avec le MoDem, c'est une constante sous la Ve République. Merci Jean-Louis Bourlanges. Je suis obligé de vous arrêter, c'est passionnant la politique avec vous, mais merci Laurent de Boissieu pour cette première partie de Face aux Chrétiens. Nous vous retrouvons dans quelques instants après une courte pause. Vous serez interrogé par Romain Mazenot de RCF. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité Jean-Louis Bourlanges, député MoDem. Il est interrogé dans cette deuxième partie d'émission par Romain Mazenot de RCF. Alors Jean-Louis Bourlanges, dans la perspective des Européennes, Emmanuel Macron oppose les progressistes aux nationalistes. Est-ce que c'est une bonne manière d'aborder ces élections européennes ? Non, je crois qu'il faudra un peu affiner les termes. Je ne pense pas que ça corresponde à... Le progressisme est quand même un terme extrêmement désuet. Pour moi, qui suis un vieux de la vieille, ça évoque quand même les compagnons de route du Parti communiste. Hein. C'était Pierre Cotte qui se disait progressiste. Il faut dire quoi, libéral, c'est mieux ? Comment ? Libéral, c'est mieux ? Non, je crois qu'il faut voir les choses un peu différemment. Il faut voir les choses un peu différemment, mais si vous voulez, le progressisme, ça repose sur une idée précise. C'est que l'avenir est un progrès. C'est ça, depuis Condorcet, depuis Victor Cousin, enfin, vous avez une espèce d'idée, selon évidemment la gauche, selon laquelle demain... Bon, et là, c'est pas du tout. Nous ne sommes pas du tout dans ce climat-là. Nous sommes dans un système où nous sommes ressaisis par 2 passés différents. Et il s'agit de savoir lequel nous voulons prolonger, augmenter, développer. Nous avons le passé des années 30, qui est terrifiant, qui est un passé de fermeture, d'identitarisme, d'identitarisme xénophobe, de fermeture des frontières, d'autoritarisme, et qui a la part belle dans le monde aujourd'hui, pas seulement en Europe, mais dans le monde aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas simplement le qualifier de nationaliste, à la limite, c'est lui faire trop d'honneur que de le qualifier de nationaliste, parce que le nationalisme, il y a quand même quelque chose d'assez grandiose dans le nationalisme, même si on voit bien les dangers de l'affaire. Là, c'est quelque chose de vraiment plus moisi, qui sent vraiment mauvais, qui fleure ce qu'il y a de pire dans les années 30. Non. Oui, enfin, la réaction peut avoir du bon. Ouais. Hein, quand vous réagissez contre la méthode globale à l'éducation nationale, c'est une très bonne chose. Donc, je fais une plaisanterie là. Mais, et deuxièmement, la deuxième chose à laquelle nous sommes adossés, et ça, personnellement, je l'assume complètement, ce sont les valeurs
sur lesquels nous avons reconstruit, au lendemain des désastres des 2 guerres mondiales, une civilisation européenne présentable. Et là, c'est quand même la démocratie représentative, avec son origine populaire, mais ses droits fondamentaux et ses libertés fondamentales qui sont mises en cause ici ou là, notamment à l'est de l'Europe. C'est une économie ouverte. Ceux qui veulent une économie fermée, je leur souhaite bien du plaisir. Une économie ouverte, régulée, en quête de réciprocité sur les échanges, une économie qui fait la part belle à la liberté, mais qui est assortie d'un fort niveau de protection sociale, et puis, dernière en date de l'héritage, et c'est très important, la solidarité intergénérationnelle avec la nature, c'est-à-dire l'écologie. Est-ce que ça suffit à mobiliser les foules ? On entend à gauche et chez les écologistes des lignes de force pour les européennes commencer à se dessiner avec l'accueil des migrants, la lutte contre l'évasion fiscale, l'écologie, vous en parliez. Quels seraient les marqueurs forts d'une liste LREM centriste aux européennes ? D'abord, il faut distinguer les écologistes, j'ai bien écouté ce que dit M. Jadot, les écologistes, ils se situent dans ce que j'appellerais une approche conservatrice que j'approuve. C'est-à-dire que, vous savez, très profondément, les écologistes, ce sont des créationnistes. C'est-à-dire des gens qui croient que la Terre est un ensemble harmonique qui nous a été donné d'un coup, et non pas le résultat d'une sélection évolutive de type darwinien. Enfin, je plaisante, hein, je ne renvoie pas du tout à l'interprétation de la Bible, mais je crois qu'ils recherchent une harmonie. Et ça, c'est quelque chose auxquels les gens sont justement sensibles. Il y a une crainte profonde du réchauffement climatique qui est un désordre énorme. Il y a une crainte profonde de la diminution, de la diminution des espèces. Pas simplement les loups et les ours. J'ai beaucoup de sympathie pour ces deux catégories, ça indiscutablement. Mais le problème, c'est quand même les oiseaux, les abeilles, enfin tout un ensemble, toute une biodiversité qui est mise en cause. On a des risques sur le plan sanitaire énormes. Les perturbateurs endocriniens, le développement des cancers, enfin tout un ensemble de choses. Et là, les écologistes, en réalité, sont porteurs de ça. Et moi, je me reconnais aussi dans ce conservatisme intelligent qui consiste à dire nous sommes des héritiers, des transmetteurs, et nous ne sommes pas possesseurs, au sens cartésien du terme, de la nature. Nous devons léguer à nos enfants un héritage qui ne soit pas détruit. Donc, voilà. Alors, vous me dites, est-ce que je peux mobiliser avec tout ça ? J'en sais rien. La liberté, la solidarité. Mais ce que je sais, c'est quand on voit les valeurs, quand je vois Trump, Poutine, Orban, Erdogan, même les gens du UKIP en Angleterre, quand je vois le Front National, je me dis que oui, nous avons un trésor auquel, à mon avis, au moins 2 Français, sinon 3 Français sur 4, 2 Français sur 3, ou sinon 3 Français sur 4, sont profondément attachés. Et la vraie question qui est posée, mais qui est difficile, c'est difficile de faire entendre ce message aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que ce trésor que nous devons à la fois préserver, enrichir, développer, transformer, est-ce que ce trésor, nous pourrons le défendre si nous agissons tous au plan européen en ordre séparé, ou est-ce que nous devons organiser une vraie convergence ? Et là, on sent une espèce d'irrationalité profonde du corps social aujourd'hui, qui est de dire, peut-être que c'est mieux d'être ensemble, mais on veut être séparés, on veut se replier sur nous-mêmes. Et ce qui me paraît menacer le projet, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on dit, j'avais avec mon vieil ami Max Gallo, qui est mort il y a quand même maintenant 2 ans, mais j'avais toujours des discussions à cet égard. Il disait c'est la revanche des nations, des États nationaux contre l'Europe. Pas du tout. Nous assistons à une fragmentation des communautés politiques totale, une fragmentation indéfinie. Et partout, le symbole de ça, c'est le fait qu'au moment même où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, le Royaume-Uni se fissure de l'intérieur comme jamais il ne s'est fissuré depuis 2 siècles et demi, 3 siècles. Donc on a, et en France, on le voit bien, prenons un exemple qui est la comparaison entre l'élection d'Emmanuel Macron et l'élection de Jacques Chirac en 2002. En 2002,
Jacques Chirac et Le Pen font à peu presque jeu égal. Hein. Chirac a 3 points de plus. Au premier tour. Au second tour, Chirac écrase littéralement Le Pen. Avec 82% des voix, Le Pen fait ses voix, même pas avec celles de Maigret. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y avait un second choix des Français qui était un choix sur l'essentiel. Eh bien, on voit que ça se fragmente. Avec Macron, on a un problème. Ce n'est pas Macron qui est le problème. On voit multiplication des votes blancs et des votes protestataires. On voit des leaders de la gauche qui refusent de faire barrage au Front National. On a des leaders de droite extrêmement convenables en apparence qui refusent de suivre M. Fillon quand il dit au second tour on vote pour M. Macron. On a une fragmentation et quand on regarde la vie politique, si les partis sont en crise, c'est d'abord parce que ce sont des formations généralistes. On a des replis sur des cultures religieuses, hein, des cultures religieuses parfois terroristes, mais religieuses, sur des cultures sexuelles. On met le drapeau le drapeau gay sur le marais, etc. Et tout ça termine en fait sur le zadisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de repli identitaire. Alors d'un côté, vous avez des menaces sur nos grandes valeurs et une pression au rassemblement et une mobilisation, et de l'autre, une tendance au fractionnement. Moi, je suis du côté du rassemblement. Dans ma question sur les européennes, il y avait aussi l'immigration. On a l'impression que c'est un peu un angle mort d'Emmanuel Macron, du MoDem. Entre ceux qui disent immigration zéro et ceux qui disent qu'il faut accueillir plus de migrants, quelle est votre position ? Non, je crois qu'il faut distinguer 2 niveaux. Le niveau de politique gouvernementale, qui est celui que vous posez. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut avoir du bon sens dans cette affaire. L'avenir des populations immigrées n'est pas dans ce que l'extrême droite appelle le déplacement, c'est-à-dire dans le fait de transposer par centaines de milliers ou de millions de personnes des gens du Sud vers le Nord. Ça, je crois que la solution humaniste ne sera pas une solution migratoire massive. Et d'ailleurs, ceux qui poussent à la solution migratoire massive ne le font pas par humanisme, puisqu'ils parlent de migration choisie, ils le font en fonction de l'intérêt économique de nos pays et pas forcément en fonction des intérêts et des équilibres économiques et sociaux des pays d'origine. Donc là, je crois que c'est clair. En même temps, il est absolument clair que nous avons des engagements de civilisation très importants et que nous devons traiter très bien. Ces engagements, ils sont à mon avis de 3 types. Le premier, c'est les demandeurs d'asile. Alors, peut-être qu'il faut tout revoir. Il faut tout revoir dans la façon de les gérer, parce qu'on a avec une destruction d'un pays comme la Syrie, on a c'est plus Monsieur Untel qui est poursuivi politiquement par la dictature de son pays. Ce sont des populations qui sont massivement empêchées de vivre chez elles, et donc ça. Mais là, on a un devoir et on ne peut pas dire non. Ce n'est rien, ce sont des enfants qui sont... Vous voyez une solution concrète au niveau européen Vous voyez une solution concrète Je vais vous répondre. Alors, deuxièmement, on a le regroupement familial. Moi, je crois qu'il faut évidemment veiller à la monogamie, il y a des choses comme ça, donc il faut être strict. Mais je ne comprends pas qu'on puisse imaginer qu'on ait des gens qui soient privés de vie de famille chez nous. Enfin, ça me paraît... Soit on les admet, et si on les admet, il faut les admettre avec leur famille. Évidemment, il ne s'agit pas que le type arrive avec 7 femmes et 35 enfants. Ça, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Mais c'est une question de rigueur administrative. Et troisièmement, la troisième catégorie, et là, c'est notre intérêt national aussi, c'est les étudiants. Je crois que si la France veut rayonner à l'étranger, si la France veut être entendue, si la France veut que le français soit une langue portée sur les 5 continents, il est essentiel qu'on soit, comme le sont les États-Unis, comme l'étaient les États-Unis, assez ouverts sur le plan étudiant. Alors je crois que nous avons donc une position, non pas intermédiaire, mais une position équilibrée et humaniste, qui n'est pas du tout sur la ligne de M. Orban, qui est une espèce de rêve de pureté ethnique qui traduit simplement la crainte hongroise de la disparition. Hein. Il y a une espèce d'angoisse hongroise de la disparition avec cette langue que personne d'autre qu'eux ne parle. Ce pays qui a toujours été disloqué, où il y a une grande partie des minorités des Hongrois qui sont en dehors du territoire, et quand ils sont dedans, il y a un tas de non-Hongrois qui y sont. Donc c'est une existence nationale pathétiquement difficile. Donc ceci explique aussi cela.
Mais ça, c'est pas du tout notre affaire. Et en même temps, nous n'allons pas ouvrir à toute vanne, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc on essaie de définir une voie moyenne, et effectivement, à partir du moment où on construit, je réponds à votre question sur l'Europe, à partir du moment où on construit un marché unique avec un principe de libre circulation, il est évident qu'on devrait aller, autant que faire se peut, même vers une frontière gérée en commun, avec des moyens communs, des moyens matériels, technologiques, financiers, qui permettent d'avoir des frontières bien gérées et des populations traitées de façon humaine, parce que moins les pays ont des capacités technologiques et financières d'accueillir les immigrés, plus ils sont reçus dans des conditions épouvantables. Et nous devons donc avoir cela et définir en même temps une politique d'intégration très forte. Il reste peu de temps avant les élections européennes. Qu'est-ce que peuvent faire encore les pro-européens pour éviter que le vote ne bascule justement du côté du nationalisme? Il y a la crise migratoire, le Brexit, il y a aujourd'hui tout un ensemble de problèmes. Qu'est-ce qui pourrait donner envie Je crois que nous sommes dans une situation qui est relativement claire. Ça pose, les élections européennes nous demandent de répondre à 2 questions, et pas à 3. Première question, quel système de valeurs, quel projet politique et social voulons-nous défendre? Je pense que c'est très clair. L'héritage européen, on voit ce que c'est. C'est un héritage christolaïque. Jacques Le Goff disait qu'il n'y avait pas de séparation entre... il n'y avait pas solution de continuité, pour être plus exact, entre l'héritage chrétien, les 3 ordres de Pascal, pour dire les choses simplement, temporel, spirituel, intellectuel, l'aventure du corps, de l'esprit et de la foi. C'est ça dont nous sommes porteurs, profondément, cette distinction des ordres qui a abouti sous une forme sécularisée. Mais, comme dit toujours Rémi Brague, la sécularisation et la laïcité sont des termes d'origine chrétienne, on ne peut pas l'oublier. Bon, c'est ça dont nous sommes porteurs. Une conception exigeante, intelligente, ouverte de la laïcité, de la liberté de conscience, de l'autonomie du pouvoir politique et de l'autonomie du pouvoir intellectuel d'investigation. Ça, c'est quelque chose qui nous est propre. Nous devons défendre ça. Nous devons défendre le modèle politique. Nous devons défendre le modèle économique. Nous devons défendre le modèle social. Moi, je crois qu'il y a dans ce pays une très large majorité de gens qui sont attachés à ça et qui ne se reconnaissent pas dans les déviations autoritaires et populistes de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est est-ce que nous le faisons ensemble ou séparément? Donc c'est 2 questions simples. Nous avons les valeurs et le bon sens pour nous. Moi, je crois que ce pays réputé le plus intelligent du monde, qui est la France, est un pays qui ne va pas s'abîmer dans des choix qui seraient aberrants. Je pense que les valeurs que je viens d'évoquer, globalement, les gens en sont solidaires, ils savent que ça vient de loin et qui sont les héritiers de tout ça. Et deuxièmement, ils savent, qui peut penser un seul instant que si les Européens ne s'unissent pas face à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, à la terreur islamiste, etc., qui peut penser que dans 40 ans, les Européens et les Français tiendront encore debout? Je crois que c'est ça l'enjeu. Il faut le dire, et il faut simplement que la campagne européenne pénètre les esprits et que les gens soient conscients des véritables enjeux, alors que la tendance naturelle, c'est de dire « Oh, l'Europe, ils nous embêtent avec leurs trucs, etc., leurs normes, leurs machins. » Personne ne sait d'ailleurs en quoi les normes sont gravement préjudiciables, mais c'est secondaire. Donc c'est ça, il y a un choix vraiment essentiel, le choix du trésor que nous devons défendre et le choix des moyens, c'est-à-dire l'unité ou la fragmentation. Nous sommes du côté de l'héritage et de l'enrichissement de l'héritage humaniste, et nous sommes du côté de l'unification des forces européennes et non pas de la fragmentation indéfinie des communautés politiques. Merci Jean-Louis Bourlange, merci Romain Mazneau. Nous marquons une nouvelle pause et nous nous retrouverons dans un court instant avec notre invité qui répondra aux questions d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Louis Bourlange, député MoDem. Il est interrogé dans cette dernière partie de Face aux chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame.
Bonjour Monsieur Bourlange. Bonjour. Le comité d'éthique vient de publier un avis sur les problèmes éthiques qui peuvent se poser, notamment sur l'ouverture il s'est déclaré favorable à la PMA pour toutes les femmes. Vous pensez que le projet de loi est déjà à peu près rédigé, que c'est plié, et quelle est votre position personnelle et celle du MoDem ? Je ne sais pas si la première question, si c'est plié, je pense que non et j'espère que non. Parce que je crois que la première chose en termes de fonctionnement démocratique, c'est qu'il faut surtout ne pas refaire le coup du mariage pour tous. C'est-à-dire en faire un marqueur politique pour un camp, alors que c'est une question très complexe, hein, c'est une question qui divise les consciences, etc. C'est une question qui doit être laissée. Je dirais que le comité d'éthique nous éclaire. Le Parlement, le gouvernement peut proposer, mais que c'est non pas simplement le Parlement, mais je dirais la conscience personnelle de chaque parlementaire qui dispose. Donc je pense qu'il faut vraiment aborder cette affaire avec un grand souci de respect mutuel. Alors, il y a plusieurs aspects, sur le fond, il y a plusieurs aspects dans la question. Je crois que c'est très difficile de résister à la PMA à partir du moment où on a fait les choix qu'on a fait, enfin que la représentation nationale, je ne dis pas que je les aurais fait moi-même, je me suis toujours interrogé sur les conditions dans lesquelles j'aurais voté. J'aurais été partisan, par rapport au mariage pour tous, beaucoup plus d'une union que d'un mariage. J'étais assez d'accord avec le défenseur des droits, M. Baudis, à l'époque, qui avait montré que c'était quand même très inadapté d'introduire le mariage entre personnes du même sexe dans le code de la famille. C'était, à mon avis, il aurait fallu un... Mais à partir du moment où on en est là, c'est effectivement assez difficile de refuser la PMA. On va voir ce que le gouvernement propose. Une chose à laquelle je suis très sensible, très très sensible, c'est de ce point de vue-là, ce qu'a dit le comité d'éthique, c'est le refus du mensonge. Je pense que on est un enfant et le fils ou la fille d'un géniteur et d'un éducateur, si je puis dire, qu'il y a deux fonctions et que l'une et l'autre sont essentielles. On le voit bien. Alors, tout l'héritage de mai 68 consistait à valoriser énormément l'aspect social, l'aspect genre par rapport à l'aspect sexe, en disant, un peu dans l'esprit de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Bon, tout cet aspect social n'est pas idiot du tout, mais tout ce qui s'est passé depuis 30 ans montre aussi la prégnance énorme des éléments génétiques, ne serait-ce que dans la santé. On voit bien qu'on est génétiquement les enfants de quelqu'un. Alors, la loi qui a été votée proclame le droit de parents du même sexe à élever les enfants. C'est dans l'ordre juridique. En revanche, je crois que ce serait quelque chose de très grave que d'expliquer à un enfant qu'il est le fils ou la fille de deux femmes ou de deux hommes. Ça n'est pas vrai. Il peut être élevé par deux hommes et élevé par deux femmes, et reconnaissons que le fait d'élever un enfant, c'est un engagement personnel et humain autrement plus important que la minute d'amour qui consiste à le concevoir. Hein. C'est quand même assez clair. Mais donc il ne faut pas du tout dévaloriser ce rôle. Mais en revanche, il est absolument impossible de nier le fait qu'un enfant est produit par des personnes de sexes différents et par un homme et une femme. Et on voit bien dans ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années que, parallèlement à ce mouvement sociologique que j'ai décrit tout à l'heure, de type 68A, il y a un mouvement contre l'anonymat. Ce n'est pas par hasard qu'on a remis en cause l'adoption plénière. Ce n'est pas par hasard
qu'on a remis en cause les accouchements sous X, et ce n'est pas par hasard que tout un ensemble de gens revendiquent aujourd'hui que les enfants éprouvettes, les enfants gamètes, réclament aujourd'hui de connaître leur père, ce qui est grave d'ailleurs, puisque le contrat a été passé avec les pères, ce qui est un contrat d'anonymat. Mais tout ça montre qu'il y a un besoin d'enracinement, de reconnaissance de ses origines, avec lequel il ne faut pas biaiser. Donc je crois que tout ça est très complexe. On verra ce qui sortira du texte, mais en tout cas, là, il y a quelque chose de central. Il ne faut pas mentir. On ne va pas réinventer la fille née dans une rose et l'enfant dans un chou. Jean-Louis Borlange, le Comité national d'éthique évoque dans ses arguments, il faut entendre la souffrance des personnes qui demandent à pouvoir avoir un enfant. Est-ce que là, avec cet argument-là, on ne tombe pas dans la porte ouverte au droit subjectif, j'ai droit à, et est-ce qu'on ne vit pas dans une société qui de plus en plus accorde justement, au détriment peut-être de normes éthiques ou autres, plus de place aux droits et aux revendications des désirs? Et on va vers la GPA peut-être. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que les enfants ont droit à des parents, que les parents n'ont pas forcément droit à leurs enfants, à des enfants. On sait bien qu'il y a quand même très très peu d'enfants à adopter. Cela dit, là où je ne vous suis pas tout à fait, c'est qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance de la part de femmes qui veulent avoir un enfant et qui le ressentent. Alors évidemment, elles ne s'y prennent pas de la meilleure manière en refusant la procréation avec une personne du sexe opposé, comme on dit. Elles ne s'y prennent pas de la meilleure manière. Donc, mais c'est vrai qu'on n'a pas droit à un enfant. Un enfant, on a droit à une indemnité de chômage, on a le droit à un salaire, on a le droit à des choses, mais il y a une espèce d'objectivation de l'enfant qui me paraît un peu choquante. En revanche, l'enfant, lui, a droit à toute notre sollicitude, toute notre solidarité, toute notre bienveillance, toute notre sévérité aussi, notre rigueur en tout cas, quand elle s'impose. Là, je pense à ce qu'a écrit Hannah Arendt dans La crise de la civilisation, où elle montre vraiment le rapport profondément asymétrique entre l'enfant et l'adulte. Et elle voit que l'erreur profonde d'une grande partie de notre civilisation occidentale est de faire semblant de croire que l'enfant est un adulte comme les autres. Ça n'est pas le cas. C'est quelqu'un de particulier que nous devons effectivement élever de la meilleure manière possible. Le droit des parents, c'est le droit de permettre à des enfants d'être heureux. Donc, de toute manière, c'est par rapport aux enfants que ça se situe. Alors, les opposants à l'élargissement de la PMA disent que cette mesure, si elle a donné, est la porte ouverte à la GPA à terme. Qu'est-ce que... Écoutez, alors, la question est de savoir si c'est vrai, et deux, si c'est un bon argument. Si c'est vrai, jusqu'à présent, l'expérience qu'on a eue montre que c'est vrai. C'est-à-dire que je me rappelle que Madame Guigou, quand elle était garde des Sceaux, avait expliqué qu'il fallait faire le Pacs pour éviter le mariage entre personnes du même sexe. Et on a vu que ça a donné un résultat très différent. Quand on a fait le mariage du même sexe, on a dit non, il n'y aura pas de PMA. Bon, et on est à la PMA. Alors, il y a une espèce de dynamique politique, si vous voulez, qui est très forte, et c'est effectivement une raison qui peut conduire les gens à refuser cela. Mais cette dynamique politique, elle existerait de toute manière. Mais c'est vrai que la GPA, c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est quelque chose de profondément inquiétant, mais auquel je suis, c'est terrible ce que je vais dire, parce que je suis très pessimiste, auquel d'ores et déjà on ne peut pas faire obstacle. Parce que, on dit la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Quand vous êtes un couple,
que vous achetez, car c'est comme ça que ça se passe, un enfant en Inde, dans un pays caucasien, etc., bon, vous le faites, vous contribuez à la fabrication, si je puis dire, parce que c'est bien le mot qui convient, de cet enfant en tant qu'homme. Bon, et puis l'enfant vous revient. Et à ce moment-là, il est votre fils. Donc, il est d'une mère inconnue, d'une mère louée, d'un ventre, lui, il est sorti d'un ventre loué, mais vous ne pouvez pas lui refuser la nationalité française, ne serait-ce que parce que l'un des deux parents est français. Donc, on est déjà dans une situation qui est absolument intolérable, parce que tout ce qu'on voit autour de la GPA est profondément angoissant, le fait, notamment le remords, la volonté des mères porteuses de revenir sur le don et qui leur est interdit, les problèmes de maladie, les rejets d'enfants qui seraient anormaux, qui auraient des handicaps, enfin, tout ça est ingérable d'une façon humaine, et ça donne lieu à des aventures absolument scandaleuses, à des expériences absolument scandaleuses. Donc là, on est en présence de quelque chose de très, très dangereux. Le pire, au-delà de tout ça, qui nous attend, je le crains, ce sera l'eugénisme. Ça, je crois que c'est la grande, si vous voulez, en termes humanistes, c'est la grande menace qui pèse sur nous, plus encore que la marchandisation, c'est l'eugénisme. Je pense que je ne sais pas comment il faut réagir, mais nous allons vraiment vers le meilleur des mondes, c'est-à-dire un monde où on déterminera a priori les qualités, les caractéristiques intellectuelles, physiques des enfants. Et ça, c'est un univers dans lequel, effectivement, l'arbre de la connaissance aura été abusivement confisqué par l'homme. Un autre sujet lourd, l'Église catholique est confrontée depuis un certain nombre de mois à des scandales qui ont révélé des abus sexuels dans différents pays. Certains parlementaires ont demandé la semaine dernière une commission d'enquête sur ce qui s'est passé en France notamment. C'est une bonne démarche ou faut-il élargir pas simplement à l'Église mais à d'autres institutions ? C'est la rencontre d'un vrai problème. L'Église a fini un peu laborieusement, mais a fini par le reconnaître. Et je veux dire qu'il faut vraiment savoir crédit au précédent pape, qu'on attaque parfois, à mon avis, un peu abusivement, d'avoir vraiment ouvert la porte sur ce plan-là, d'avoir ouvert la fenêtre, en tout cas, et d'avoir dit qu'il fallait assumer tout cela. Donc maintenant, on l'assume. Donc c'est la rencontre d'un vrai problème et d'une vieille passion politique française anticléricale. Il faut reconnaître que c'est quand même un sport de masse, l'anticléricalisme en France, depuis le XVIIIe siècle. Bon, moi je crois que, je ne sais pas, il faut se poser deux questions. Est-ce qu'une commission d'enquête peut apporter quelque chose d'autre que de l'exhibitionnisme général ? Ça va évidemment beaucoup intéresser les confessions, les choses, tout ça va être un peu terrifiant. Enfin, ça se discute. Mettre sur la place publique, ça peut se légitimer et ça peut faire progresser les choses. Deuxièmement, cibler sur l'Église, je ne crois pas. Je crois que la pédophilie est quelque chose qui a, de façon différente et inégale, qui a caractérisé toutes les institutions qui s'occupent de la jeunesse. C'est vrai que des colonies de vacances, des écoles, l'école a eu aussi ses problèmes. Elle les a aussi gérés d'une façon extrêmement prudente, pour ne pas dire pusillanime. Donc, si on peut se poser les problèmes de savoir comment des institutions qui sont en collectif, qui sont en charge d'activités offertes aux jeunes, gèrent cette situation. Mais certainement pas un monopole. Le monopole de l'opprobre donné à l'Église. Chacun a sa part du péché. Sur un sujet totalement différent, le gouvernement a présenté il y a quelque temps un plan pauvreté. Est-ce que Emmanuel Macron a réussi à cette rentrée politique à redonner quelques signaux importants sur sa jambe gauche? On avait beaucoup dit que ces réformes étaient uniquement libérales. Et donc il y a eu le plan pour l'hôpital, il y a eu le plan pauvreté.
Oui. Est-ce que vous attendez plus? Moi, d'abord, je ne crois pas que l'approche de Macron ait été uniquement libérale. Simplement, Emmanuel Macron était confronté à quelque chose à laquelle personne n'osait faire face, qui était la surimposition du capital. On avait un système d'imposition des riches qui était totalement dérogatoire par rapport à ce qui se faisait partout. Mais comme c'était les riches, personne n'a jamais osé vraiment, enfin quand on a osé, on est revenu en arrière, remettre en cause cela. Donc il a pris un risque. Moi je ne l'aurais pas fait comme ça si j'avais été lui, je l'aurais fait avec plusieurs étapes, etc. Mais enfin il a pris le risque de supprimer l'impôt sur la fortune, et ça, effectivement, ça a été un marqueur pour lui qui est très très fort, parce que les Français sont particulièrement attachés à la lutte contre les inégalités et à cette forme d'inégalité qu'est l'inégalité de revenus. En réalité, la France n'est pas du tout la plus inégalitaire en matière de revenus. Mais l'inégalité ressentie est très forte. La véritable inégalité, et là j'arrive au plan de pauvreté, c'est l'inégalité de parcours, l'inégalité de statut. Les gens sont enfermés dans des rôles, dans des corps, dans des héritages limitatifs. Et là, je trouve que le plan pauvreté, je ne sais pas comment ça va se développer, mais en tout cas le discours était très prometteur. Le plan de pauvreté disait... prenez les choses par le bon bout, c'est-à-dire, et c'est déjà ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, ce qu'a commencé de faire, parce que tout est à faire dans ce domaine, dans l'enseignement primaire, ce que fait Jean-Michel Blanquer dans l'enseignement primaire est absolument essentiel. Il faut s'attaquer, c'est ça que dit le plan pauvreté, il faut donner aux gens les moyens d'en sortir. Je ne suis pas maoïste, mais là, la phrase sur le poisson de Mao est juste. Il faut que les gens... Il ne s'agit pas de donner des poissons aux gens, il s'agit de leur apprendre à pêcher. Ça, cette phrase de Mao Tse-tung, elle est... bon, je méfie beaucoup de Mao Tse-tung sur plein de plans, mais là, je trouve que c'est cette approche-là qu'a choisi Macron, en disant, on va prendre les gens de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, on va les former, on va leur donner les moyens d'accéder au savoir, d'accéder au pouvoir, et c'est comme ça qu'on en sortira. Simplement, dans un pays qui est dramatiquement court-termiste, qui attend des résultats le lendemain, c'est une démarche à très long terme. Il faut que les enfants qu'on met aujourd'hui, qui rentrent à la maternelle à 3 ans, on verra les effets en matière d'inégalité ou d'égalité dans 20 ans. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges pour votre participation à cette édition de Face aux chrétiens. La semaine prochaine, notre invité sera Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonne semaine, à la semaine prochaine.